Pascal, quand il faisait des maths, les démonstrations, par exemple, du temps de Pascal, de Descartes et tout ça, n'étaient pas des démonstrations rigoureuses, c'était des démonstrations fausses. La géométrie, même, la géométrie, est-ce que c'est pas un peu qualitatif? Vous voyez, c'est une démonstration géométrique, c'est peu formalisé, hein. C'est très intuitif. On vous montre des formes et on vous dit, bah, celle-là suit celle-là, celle-là suit celle-là, et vous achetez. Vous achetez que, si on fait la démonstration, la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés, vous allez prolonger un côté, etc. Vos enfants font ça en troisième, hein, et vous prolongez un côté, vous dites, bah, cet angle, il est le même que celui-là. Mais pourquoi? Alors, parce que c'est les angles alternes internes. Mais pourquoi c'est vrai? Pourquoi? D'ailleurs, les enfants, ils disent ça, hein. Ils disent, mais pourquoi c'est vrai? Quand vous avez x plus 2 égale 0, donc x égale moins 2, ben on rajoute moins 2 de chaque côté, moins 2 plus 2, ça fait 0, donc x égale à moins 2. Là, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas accepter ça. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Je salue... voilà. Nous nous connaissons bien. Donc... avant le positivisme, la différence qu'il y avait entre qualitatif et quantitatif n'est pas si claire que ça. Bon, ça se discute, hein. Moi c'est pas un discours de vérité que j'ai, hein. Mais enfin, quand même, le cercle de Vienne et tout ça a instillé une pensée quantitative positiviste, hein, avec la nécessité de mettre un formalisme derrière. Ce qui met d'ailleurs depuis toujours la biologie dans l'embarras. Enfin plutôt c'est les épistémologues qui sont dans l'embarras par rapport à la biologie, parce que les biologistes se sentent très bien. Les biologistes ont peu d'angoisse épistémologique. Les physiciens ont des angoisses épistémologiques monumentales, mais les biologistes, eux, ils font ça. C'est un peu une pensée opératoire quand même, la biologie. Vous savez, pensée opératoire, c'est ceux qui font de la psychosomatique, c'est les gens qui sont... dans le terrain, quoi, et qui... bon. Et donc, avant, je crois vraiment, d'ailleurs, comme la médecine, jusqu'à Claude Bernard, et d'ailleurs, Claude Bernard, c'est pas loin du positivisme, hein, puisqu'Auguste Comte et tout ça, c'est un peu toujours à ce moment-là. La médecine, avant Claude Bernard, il n'y a pas de séparation entre le quantitatif et le qualitatif, quoi. Il commençait déjà à y avoir des médecins qui faisaient une protoscience, hein, d'ailleurs, même chez les Grecs, hein, tout était mélangé, quoi. Donc en fait, on va en discuter, hein. Je vous propose de réfléchir en 3 temps. Un truc basique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est marqué dans les livres sur les méthodes mixtes. Après, on va tout casser, en disant, ce truc-là, ça veut dire quoi? Puis après, on essaiera de reconstruire pour voir ce que ça veut dire vraiment. Donc je vais revenir dessus quand on cassera tout, mais sinon, bon... Méthode mixte, donc c'est intrication du qualitatif et du quantitatif. Alors, qu'est-ce que c'est le qualitatif et le quantitatif? Je reviendrai tout à l'heure, mais qualitatif, c'est vous qui savez, hein, vous êtes des spécialistes. Quantitatif, vous le savez aussi très bien, puisqu'en médecine, en recherche biomédicale aujourd'hui, si vous ouvrez le Lancet et le New England, il n'y a que ça. Voilà. Donc, c'est de la recherche qui se fait à partir d'un tableau Excel, en fait, hein. En gros, c'est ça. Vous prenez des gens, vous mesurez des variables dessus, vous les mettez dans un tableau Excel, vous les analysez. C'est une recherche quantitative. Le coût du tableau Excel est très important. On va voir tout à l'heure. Quand on fait des recherches qualitatives, bon, vous pourrez me dire, ah si, dans certains cas, il y a un tableur Excel, mais enfin, fondamentalement, ce n'est pas un tableur Excel que l'on analyse. Donc vous avez les deux trucs, qualitatif, en général c'est un corpus, alors ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce que des photos. Dans mon labo, ils font des recherches qualitatives sur des photos, photoélicitation dans l'anorexie mentale. Donc ça peut être tout, vous êtes au courant, hein. Mais enfin souvent c'est quand même des entretiens de gens, des entretiens longs, pas toujours longs, mais souvent c'est quand même pas 4 lignes, dans lesquelles on rentre dans le détail, bref... Et c'est vrai que ça, c'est pas pareil que d'avoir un tableur Excel avec âge, genre, profession, niveau socio-économique, pression artério-systolique, traitement. Alors, traitement, dès que vous mesurez le traitement dans la dernière année, vous avez 600 colonnes, etc., etc. Et c'est vrai que l'approche par rapport aux data n'est absolument pas le même. C'est pas les mêmes data, ça peut pas s'analyser pareil, quoi.
Et il y a des gens qui disent ah ben ça serait bien, c'est bête que ces deux communautés sont séparées, on va les marier et on va faire les deux en même temps. Alors bon, en plus c'est tendance, c'est à la mode, c'est de faire des trucs mixtes, et une revue, c'est tendance. Alors il y a deux trucs, il y a des interrogations épistémologiques qui ont eu lieu dans les revues américaines, hein, mais j'ai envie de dire quand même, moi ça me laisse sur ma faim. Ça me laisse sur ma faim. Les gens qui ont dit ah mais oui mais c'est pas miscible, on peut pas faire les deux, etc. Mais oui, donc il y a eu un débat autour de ça. Hein. Moi j'ai été dans des jurys de thèse où ces débats ont eu lieu. Hein. On ne mélange pas les épistémologies, ce que vous faites n'a aucun sens, etc. Bon, mais ce débat a été assez fruste. Et vite, dans les livres et les revues américaines, en fait, les gens ont eu ce qu'ils appellent une attitude pragmatique, c'est-à-dire ils se sont dit, bon, on s'en fout, on en fait, et ça marche. Voilà, et si ça marche, l'épistémologie aura à s'adapter. Et entre nous, moi je trouve ça pas mal que l'épistémologie ait à s'adapter aux gens qui font des recherches. Hein. Les chercheurs voient qu'ils peuvent faire des trucs sympas, ils les font. Et puis une fois qu'ils les font et qu'on voit que ça marche, ben c'est aux philosophes à se dire, tiens, pourquoi ça marche, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Mais donc oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que donc ça fait 30 ans quoi, à la louche que cette réflexion a eu lieu. Et c'est vrai que à l'évidence, il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur ce mélange et des choses à l'américaine, c'est-à-dire extrêmement concrètes. Et entre nous, peut-être qu'au bout d'une heure de discussion, on dira pas beaucoup plus que ce qu'ils ont dit, quoi, parce que finalement, la recherche ça se fait. Eux, ils disent des trucs concrets, ils ont de l'expérience, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai lu des bouquins, je sais que vous lisez les mêmes, vous voyez, Designing and Conducted Mixed Method Research, etc. Vous avez, voilà. C'est ça, je savais que vous l'aviez, il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, c'est du bon sens, hein, mais encore fallait-il le dire, qu'on peut mettre le qualitatif et le quantitatif dans tous les sens, on peut mettre d'abord l'un après l'autre, l'autre l'un, les deux en même temps, l'un niché dans l'autre, etc. Ça paraît un peu infantile, mais en fait, c'est pas si bête que ça. C'est-à-dire que... et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait, nous, on avait fait ça, sans s'en rendre compte. Par exemple, ils disent convergent. Alors, on fait du quali et du quanti, et puis à la fin, on interprète les deux. Alors, nous, on a fait une étude santé mentale en prison. On a interrogé, donc il y avait d'ailleurs du quantitatif et du qualitatif, il y avait une étude épidémiologique, et puis il y avait une étude où on a interrogé 60 détenus des longues peines. Ça faisait au moins 10 ans qu'ils étaient restés en prison non-stop. Et on les a interrogés sur, nous c'était le problème psychiatrique, donc on les a interrogés sur, mais finalement, qu'est-ce que ça fait dans le fonctionnement psychique, on n'a pas utilisé ces mots, hein, forcément, que de rester 10 ans sans interruption en prison. Donc ça c'est qualitatif. Alors c'est des 3 petites questions et on a en gros on a ça en moyenne par question sur 60 sujets. Et c'est fascinant, les réponses sont absolument fascinantes. Et d'ailleurs, en fait, mon rêve ça aurait été de publier in extenso le corpus, tellement qu'il est beau et qu'il suffit de le lire en fait pour en voir. Le premier que je lis, hein, c'était ah oui, bon alors souvent le discours est un peu rustique. Hein. Ah oui, la prison c'est dur, à la fin c'est dur, mais j'ai appris des choses, il faut respecter les femmes. Les femmes c'est important, maintenant je sais qu'il faut les respecter, même si j'en ai tué une. Donc c'est sur la religion, voilà. Et donc c'est vraiment émouvant. Alors le problème c'est que c'est pas possible de l'éditer parce que les gens pourraient se reconnaître, etc. On n'a pas demandé l'autorisation, donc voilà, c'est perdu à jamais. Mais donc une collègue a fait une analyse qualitative de ça, Suzanne Yang et Anne Reva-Lévy ont utilisé une méthode Colaisi, phénoménologique, voilà.
Et puis on a fait du text mining sur le même corpus. Alors là, vous voyez déjà, le text mining, alors c'est des statistiques. Est-ce que c'est qualitatif? Non, si c'est des statistiques, c'est quantitatif. Bon. Le consensus, c'est de dire que le text mining, c'est quantitatif. En tout cas, pour des qualitativistes, faire du text mining, c'est quantitatif. Donc on a un corpus, une analyse qualitative, une analyse quantitative, et puis les deux interprétations sont mises en... c'est clair l'une l'autre. C'est vraiment comme ça dans le papier. C'est-à-dire, il y a l'analyse qualitative, et puis il y a le text mining qui, en écho, dit, eh ben, moi j'ai vu ça, enfin les deux, puisque il y a eu deux analyses, comme ça peut se faire, vous savez, deux analyses qualitatives, deux analyses de contenu en même temps, pour essayer de voir si ça diverge ou pas. Et le text mining, qui lui est complètement neutre, hein, lui, il n'a pas analysé, il a juste regardé les co-occurrences de mots qu'il a regroupés dans des clusters, dit ben voilà, alors on voit ça avec des mots de corpus, puis le text mining, dit ben oui, justement, dans le text mining, donc, au niveau de la discussion, d'interprétation, les deux se renvoient à la balle. Donc ça, c'est convergent. Alors après, il y a des designs explicatifs. Si c'est évident, on fait une étude quantitative, par exemple on fait un essai randomisé. Est-ce que les psychothérapies, c'est moins bien ou mieux que les antidépresseurs dans des dépressions modérées légères? Une vraie question, hein? Donc on fait un essai randomisé. Vous, sur l'échelle de Hamilton, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de différence. Vous dites, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un peu court, quoi. C'est un peu court. Est-ce qu'un médicament, ça fait la même chose à un individu déprimé que de parler avec quelqu'un? C'est de dire que l'échelle de Hamilton a le même score, c'est un peu court. Donc après, on va faire une étude, on va prendre un sous-échantillon d'individus qui étaient dans l'essai, et puis on va leur demander comment ils ont vécu leur médicament, comment ils ont vécu leur thérapie. Et puis dans le papier, il pourra y avoir les deux. Voilà, ça c'est explicatif. Alors il y a le contraire qu'on dit exploratoire. On fait d'abord le qualitatif et après le quantitatif. Par exemple, vous posez la question de l'observance dans le diabète type 2. Pourquoi les gens prennent leurs médicaments ou pas, ça c'est votre spécialité. Hein. C'est hyper compliqué. Hein. C'est hyper compliqué. Et donc, comme c'est compliqué, vous allez commencer par faire une étude qualitative, voire vous allez prendre des patients diabétiques de type 2, et alors peut-être faire une observation participante chez eux pour voir finalement, est-ce qu'ils prennent pas, à quel moment ils prennent, leur relation avec leur époux, leur épouse, comment ils considèrent leur médecin, etc., la symbole du médicament, leur relation à la mort, enfin voilà. Vous allez avoir une idée. Vous avez exploré le domaine, et une fois que vous l'avez exploré, vous allez faire une étude quantitative, cette fois-ci sur un échantillon de diabétiques, et puis comme ça, vous verrez ceux qui sont comme ci, comme ça, pourquoi, etc., des facteurs prédictifs. Alors vous avez un design qu'ils appellent niché. Par exemple, vous faites une étude qui est fondamentalement qualitative, et puis à l'intérieur, vous avez besoin d'un petit éclairage quantitatif, ou le contraire. Alors on pourrait dire que l'étude en prison là, que je vous ai présentée, elle était quand même fondamentalement, d'ailleurs elle était plus nichée que convergente. C'est-à-dire que le papier est vraiment un papier qualitatif, hein, le gros du travail c'est l'analyse Colaisi. Et puis en fait, comme j'étais co-auteur et que j'aime bien les statistiques, j'ai dit, moi ça serait quand même bien qu'on fasse des statistiques. Et comme il y a le text mining et que ça m'intéresse, je dis tiens, ça serait quand même rigolo de voir dans votre étude ce que donnerait du text mining, vous voyez. Mais je ne suis, enfin, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était juste, on pourrait faire un petit truc dans votre étude, ça lui donnerait, je pense qu'elle serait plus facilement publiable en plus. Voilà. Voilà, mais donc là, le quantitatif en fait est niché dans le qualitatif. Le papier est fondamentalement qualitatif. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que convergent. Et puis vous avez les multiphases. Multiphase, c'est quand vous avez un enchaînement de qualitatif et de quantitatif et que c'est vraiment des phases différentes. Par exemple, ça c'est un truc qu'on a fait avec MSF. On a développé un instrument pour dépister
les enfants victimes, enfin les enfants en souffrance psychologique dans les camps là où intervient MSF. Donc vous imaginez comme c'est compliqué parce que c'est de la psychiatrie, c'est de la pédopsychiatrie très fortement transculturelle. Donc déjà que la pédopsychiatrie, la sémiologie est compliquée, ça varie en fonction des tranches d'âge et tout ça. Mais vous imaginez qu'un contexte transculturel fort, c'est aucun instrument n'est valide et tout ça. Donc il a d'abord fallu réunir des pédopsychiatres spécialisés en anthropologie transculturelle, en pédopsychiatrie transculturelle, et c'est en général des anthropologues, où on s'est demandé, tiens, alors, quels sont les éléments sémiologiques qui permettent de savoir de façon universelle qu'un enfant est en souffrance. Alors d'ailleurs c'est très intéressant. Il ne joue pas. Mais alors vous avez des cultures où le jouer n'existe pas. La notion de jouer, ça n'existe pas. On joue, mais on joue avec des trucs qui existent. On ne fait pas de jouer. Nous, vous savez, on a un item très important, c'est le contact visuel. Un enfant doit... Il y a des cultures où l'enfant ne doit surtout pas regarder ses parents dans les yeux. C'est un signe de mépris. Donc vous voyez un peu les trucs. Bon. Mais enfin, vous avez quand même des invariants, ne plus manger. Alors ne plus manger... Voilà, mais dans le sommeil, les cris, enfin, l'encoprésie et tout ça, ils ont quand même trouvé des trucs. Donc, ça c'est qualitatif, hein. On va dire le contraire, c'est qualitatif. Et puis on a fait l'instrument, et puis après, on a fait une étude sur le terrain pour le valider avec une analyse factorielle, enfin, comme ça se fait toujours. Ça c'est quantitatif. Et vous voyez, ce sont deux phases. C'est presque deux études différentes, hein. C'est le même objectif, c'est construire l'instrument, mais il y a une phase qualitative pour le construire, une phase quantitative pour le valider. Et ça fait 80 ans qu'on fait ça pour construire des instruments. On ne dit pas que c'est des méthodes mixtes, hein, mais de fait c'est mixte. Donc, alors, vous voyez, comme on dit chez moi, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est quand même pas... C'est pas très malin, tous ces trucs-là. Sauf que ça a le mérite d'avoir... ça a le mérite de poser les trucs et de faire une espèce de typologie d'études et de montrer dans quel cas l'un peut aider l'autre, etc. Donc c'est... Moi, d'accord. Alors, après, ils disent pourquoi. Finalement, pourquoi, dans le fond, on fait tout ça ? Alors ils disent trianguler, vous connaissez trianguler, hein, c'est un mot du monde de qualitatif, hein. Jamais les quantitativistes vont trianguler, mais donc ça veut dire corroborer, quoi, en fait. On prend plusieurs angles d'étude pour voir, et c'est vrai que vous voyez text mining et analyse de contenu, c'est vrai que moi je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa parce que quand même le text mining me rassure. Parce que pour un quantitativiste, même psychiatre, le problème du qualitatif, c'est qu'il y a un bonhomme qui a interprété, enfin, l'input subjectif dans ma bouche n'est pas péjoratif, hein. Subjectif, ça veut dire qui a trait au sujet pensant. Les recherches qualitatives sont subjectives, c'est-à-dire quand vous analysez, vous êtes des sujets pensants qui analysent les data. Et c'est assumé. C'est fortement assumé. Et pour un quantitativiste, mais on va voir tout à l'heure que c'est pas bien, hein, pour un quantitativiste, ça pose problème, qui est un input aussi fort du sujet pensant. Et donc le fait qu'il y ait un corpus et qu'on ait fait une analyse en cluster, elle, c'est pas un sujet pensant, l'analyse en cluster. Elle a cherché des... Oui. Ça me gêne beaucoup cet aspect-là. Je comprends, hein, que le monde positiviste ait besoin de se rassurer avec une supposée objectivité des résultats que donne l'ordinateur. Sauf que à un moment ou un autre, il faut s'occuper de la quantité des faits, de la signification. Mais bien sûr. Et là, ça va être objectif. Mais on va y revenir tout à l'heure. Sauf qu'on ne le dit pas. Mais bien sûr. 100% d'accord. 100% d'accord, on y revient tout à l'heure. Bien sûr. Oui. Mais la subjectivité, elle est aussi dans la formulation des questions. Bien sûr. Je vous disais juste, c'était un point de vue phénoménologique que j'avais là. Je vous disais juste, moi, comme quantitativiste, ce qui me dérange, c'est mon vécu. Je ne dis pas qu'il est justifié, hein. Je sais qu'il n'est pas justifié. Je sais qu'il n'est pas justifié. Mais vous avez remarqué que beaucoup de collègues réagissent comme moi, hein. C'est-à-dire, mon problème, c'est ce que je vous disais avec Freud, hein. Mon problème avec Freud, c'est que
il voit un TOC et il dit c'est ça. Mais alors, quand je le lis, en plus il écrit bien, voilà, je dis tiens, c'est vrai, ça ressemble quand même à ça. Mais bon, qu'est-ce qui me donne le droit de dire que c'est ça? Et là, il me dit ah, ça me gêne quand même. Voilà, ça coince quoi, ça coince. Il y a un truc qui résiste. Mais bien sûr que dans le fond, on va revenir tout à l'heure très largement en détail là-dessus, sur ce truc, hein, sur ce truc. Et donc, moi, ça me rassurait qu'il y ait du text mining. Alors, je vais vous le dire autrement. J'étais persuadé que ça rassurerait un reviewer. Mais bien sûr, moi je suis directeur d'un labo. Hein. Mon boulot, c'est on est évalué tous les 5 ans au nombre de papiers qu'on publie. Hein. Donc voilà. Puis même au-delà de ça, si on n'est jamais publié, on ne parle jamais. Quoi. Donc il faut c'est un principe de réalité, il faut s'adapter à ce que les gens veulent entendre. Hein. Il ne faut pas être complaisant, mais voilà. Et donc, du coup, et puis en plus, moi, ça m'intéressait. Donc, on a mis du text mining, et c'est vrai, au-delà de ça, c'est vrai que ça fait trianguler. Ça fait trianguler, c'est que c'est quand même pas pareil de lire des clusters issus d'une méthode statistique toute lisse et de lire une analyse de contenu d'un chercheur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, triangulation. Complémentarité. Bon, bah oui, d'accord, c'est-à-dire on fait des recherches. Alors, comme on l'a vu dans l'essai randomisé, effectivement, l'essai randomisé montre que le score de Hamilton est le même dans les deux groupes. L'étude qualitative va analyser complémentaire. Là, c'est typiquement un cas où c'est complémentaire. Les deux se répondent à des questions perpendiculaires. Et les deux angles d'approche sont utiles pour le clinicien. D'accord. Alors après, ils disent le développement, l'initiation, c'est-à-dire que je commence par faire quelque chose et pour le développer, l'étude, je l'élargis avec un autre angle d'attaque. Alors ça peut être quanti-quali ou quali-quanti. Ou l'initiation, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour initier une recherche, par moment, j'ai besoin d'une certaine approche. Ça va permettre de l'initier, et après, la recherche va se conduire avec un angle d'approche. Donc tout ça est trivial, hein, mais enfin, ça a le mérite d'être pensé et d'être écrit. Alors ils disent méthode mixte, mais mixte pourquoi? Alors c'est mixte, ça peut être mixte dans l'interprétation, on l'a vu. C'est pas facile, hein. Alors on va le revoir. Je pense qu'il y a un vrai nœud. Faire une interprétation mixte, il y a un vrai problème, et je peux dire tout de suite pourquoi je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que souvent le sujet étudié n'est pas le même en réalité. Et que là, ça c'est une vraie source de confusion. Alors, dans l'interprétation, dans l'analyse des données, bah oui, le text mining, c'est pas la même analyse des données que l'analyse de contenu, c'est les mêmes data, c'est pas la même analyse. Lors de la collecte des données, bah oui, on peut faire des questionnaires, et puis on peut demander aux gens de répondre avec un truc ouvert, ou même on peut faire des entretiens. Et puis au niveau du design de l'étude, il y a des designs mixtes, donc voilà, ça peut être mixte à plein d'endroits différents. Bon, ben voilà. Donc voilà, en gros, voilà ce qui est écrit dans ce bouquin. Bon, d'accord, mais franchement, moi ça me laisse sur ma faim. Alors, ce qu'ils disent aussi, et alors c'est là que je commence à être gêné, c'est qu'ils ne se satisfont pas de ça, ils mettent de la philosophie. Ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est un domaine où il faut réfléchir. Et alors, vous savez, vous avez dû voir tous ces trucs. Hein. Donc, il dit oui, mais il y a des perspectives scientifiques. Alors, il y a des perspectives positivistes, post-positivistes, constructivistes, pragmatiques, etc. Bon. Avec. Alors, dans cette perspective, il y a l'axe ontologique, méthodologique, épistémologique, etc. Bon, et alors, vous savez que le positivisme, il existe une réalité unique. Dans le constructivisme, elle n'est pas unique, c'est nous qui la construisons. Et dans le pragmatisme, en fait, la question ne se pose pas, etc. Et alors là, bon... ça ne me parle pas du tout, parce que je crois qu'ils ne sont pas médecins, tout simplement. C'est que
on ne se pose jamais la question si le patient est réel ou pas, s'il y en a un ou pas, quoi. Alors, est-ce que le patient est une construction sociale? Alors, peut-être on devrait. oui. Peut-être on devrait. C'est parce qu'on se pose pas que c'est pas une question. Mais vous avez compris que je provoque un petit peu. Hein. Je provoque un petit peu. Est-ce qu'il y a une... Alors surtout en psychiatrie, Foucault, etc. Est-ce que le patient psychiatrique est une construction? Sauf que quand même, votre expérience quotidienne en tant que praticien, le patient, il vient vous voir, il existe vraiment, quoi. C'est-à-dire, il a vraiment sonné à la porte, il a vraiment ouvert la porte et il est vraiment en face de vous. Et alors, donc je taquine. Hein. Je taquine, mais vous voyez, quand on est vraiment... quand on se pose vraiment une question de recherche clinique, tout ça apparaît un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre. Alors en physique, moi je veux bien. En physique, vous savez, en mécanique quantique, il se pose des trucs comme ça. Je veux bien. En sociologie, en anthropologie, je veux bien aussi que ça soit pertinent. Mais il y a des domaines où, en physique des matériaux, cette table existe, elle existe indépendamment de moi, et puis voilà. Et même si on sait qu'en fait, en physique elle est constituée de particules et que chacune des particules, en fait, sa réalité pose problème, etc. D'accord. Sauf que cette table existe quand même. Et puis voilà. Voilà. Donc, après même, il y a des trucs, alors on n'a pas les mêmes mots, parce que eux ils disent épistémologie c'est quoi? Relation au chercheur à l'objet étudié. Pour nous, épistémologie, ça ne veut pas dire ça. Il y a des problèmes de définition de mots, donc, ce questionnement est nécessaire, et on va l'avoir, mais tel qu'il est proposé dans ces bouquins, ça ne me parle absolument pas. C'est-à-dire, et je pense que ça vient du fait que beaucoup de ces livres ont été écrits par des professionnels des sciences humaines et sociales, et surtout des sciences sociales. Et que du coup, ils sont amenés à avoir une interrogation sur la réalité qui est quand même très particulière. Alors, la médecine a une intersection non nulle avec les sciences sociales. Hein. Les publicités les publicités des firmes pour fumer, ça a à voir avec la société. Hein. Donc, il y a une intersection non nulle. Mais enfin, quand même, il y a aussi de la psychologie, par exemple. Et la question de la réalité en psychologie est une question qu'on ne peut pas, d'ailleurs, vous voyez, post-positivisme, constructivisme, pragmatisme, pour un psychanalyste, ça ne veut rien dire. On ne se pose pas la question comme ça. En fait, pour un psychanalyste, c'est pas ça. On va dire, en fait, il n'y a pas qu'un sujet, il y en a plusieurs. C'est ça la question qu'on va se poser. Hein, et d'ailleurs, c'est une vraie question clinique. Il n'y a pas qu'un patient, il y en a plusieurs que l'on a en face de nous. Donc, et chacun, tous ils existent. Vous voyez, donc ça, c'est le point ontologique, quoi. Donc, ces questions, oui. Mais est-ce que, pour ce qui concerne Classwell, on ne peut pas simplement imaginer qu'il s'est retrouvé dans la même situation qu'un chef d'unité INSERM qui doit publier? C'est-à-dire qu'il fallait répondre. Il faut répondre aux gens qui vous disent « mais vous ne pouvez pas mélanger comme ça des épistémologies ». Ouais, oui, oui. Donc il fallait un terme pragmatique, très bien, ça va rien dire, oui. en fait. Pour oui. la recherche. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On leur a dit, vous devez avoir un positionnement... En plus, comme vous le savez, dans les recherches qualitatives, c'est une tradition quand même de se positionner en termes épistémologiques dans le travail, ce que l'on ne fait pas dans les recherches. Par exemple, en neurosciences, jamais il ne se pose la question ontologique. Hein. Je vais parler d'un patient psychiatrique dans un papier sur la fluoxétine et la sérotonine, mais quelle est ma définition du patient psychiatrique? On ne se pose jamais cette question. Donc oui, c'est vrai, mais moi je reste sur ma faim sur leur truc, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis. Il y a un problème de traduction. Il y a un problème de traduction. D'interdisciplinarité, on sait très bien que c'est le problème. Absolument. Absolument. Alors, donc ça c'était ce que les gens disent. Et je suis critique, mais je suis ravi d'avoir lu ce truc. Ça m'a apporté quelque chose. Donc je suis critique, mais
Je tire mon chapeau à ces gens-là qui sont des gens qui bossent, quoi. Ils bossent et ils font des études mixtes et tout ça, quoi. Donc c'est pas... je ne dénigre pas du tout. Alors, maintenant j'en arrive à la déconstruction. Premier point, moi, qui me gêne fondamentalement, c'est que ce truc-là repose sur un postulat que la recherche qualitative, c'est différent des recherches quantitatives, et ce postulat, pour moi, n'est pas bon. Voilà. Et donc, du coup, quand après vous voulez mélanger les deux, eh ben, vous allez mélanger les deux, mais ça coince parce qu'en fait, les deux... voilà. Donc, on va mélanger des choses, mais c'est pas ça. Et en particulier en médecine. Donc, je vous le fais vite parce que le temps tourne. Alors, qualitatif, quantitatif, il faut quand même revenir aux fondamentaux, ça veut dire qu'il y a des nombres et qu'il y a des chiffres, et qu'il y a des mots. C'est un peu ça quand même à la source. Hein. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez dit, ah j'ai les statistiques, etc. Voilà. Et c'est vrai que l'on vit ça, il y a dans nos sociétés, hein, il y a quand même les mots d'un côté et les nombres de l'autre. Il y a des gens qui aiment les uns et des gens qui aiment les autres. Et il y a la section S et il y a la section L. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, en Belgique, mais enfin, il y a des littéraires hein, à l'université et il y a les scientifiques. Il y a les profs de français et il y a les profs de maths. Et ils ne se parlent pas trop, ou enfin, voilà. Et il y a des enjeux de pouvoir et tout ça. Alors quand on remonte, c'est vrai que vous savez, dans Platon, l'Académie, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc vous voyez, eux faisaient des trucs qualitatifs, hein, mais aussi il fallait faire de la géométrie, Pythagore, etc. Donc il y avait les deux. Vous savez, Pascal, l'esprit de finesse, c'est quoi? C'était l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Donc lui, il a vraiment... il disait que quand on résout un problème, soit vous utilisez l'esprit de géométrie, c'est-à-dire vous réduisez en concepts clairs, bien définis, que vous reliez les uns aux autres. Et puis sinon, vous pouvez avoir l'esprit de finesse, c'est-à-dire vous le décrivez, vous l'analysez, vous le... Voilà, ça va rester très, très verbal, mais vous allez rentrer dans la finesse. Et qui disait que les deux sont nécessaires. Il y en a un qui est carré et l'autre qui ne l'est pas, mais celui qui est carré, il réduit et puis il ne permet pas dans ce qui est très humain, alors que l'autre, il est un peu vaporeux, mais il permet d'aller dans ce qui est fin. En peu de mots, esprit de finesse, esprit de géométrie, en peu de mots, il dit des choses fortes. Hein. Alors... bon, c'est vrai qu'il y a eu cette spéciale... Alors, et vous savez qu'aussi qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de dire, oui, bon, au-delà... Alors, il y a des trucs psychologiques, hein. On a montré... il y a des gens qui aiment les maths et des gens qui aiment le français, et il y a même de la psychologie du développement autour de ça. Et alors ça c'est un truc qu'on a dans mon boulot à moi, de pédopsychiatre. On a des mômes qui ont horreur des maths. On voit ça même. Et en fait, alors bien sûr qu'il y a des dyscalculies, c'est-à-dire il y a des problèmes purement cognitifs, instrumentaux, mais en fait c'est rare. Souvent, un enfant qui n'aime pas les maths, c'est un rapport à l'autorité. C'est-à-dire, en fait, vous voyez les mathématiques, vous avez 2 plus 2 égale 4, et ça ne fait pas 5. Et ça sera comme ça toute votre vie, et vous pouvez vous fâcher, ça ne changera rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Et bien dans la vie, il n'y a pas beaucoup d'autres lieux où ça se passe comme ça. Alors il y a des gens que ça étaye, et je suis sûr que vous avez vu des matheux qui tiennent qui sont étayés par la rigueur mathématique. Hein? Et vous avez d'ailleurs souvent des enfants, des adolescents un peu pré-psychotiques qui partent d'une espèce de pseudo-délire mathématisé, vous voyez, qui essaie de se structurer par une pensée formelle, quoi. Et puis, à contrario, vous avez des gens qui ne peuvent pas tolérer que ça soit comme ça et pas autrement. On ne peut pas accepter ça. C'est un problème surmoïque, quoi. C'est parce que les mathématiques sont un surmoi hyper fort. Et donc, ça fait que vous avez des gens qui ne peuvent pas voir. Et moi, j'avais vu ça, hein, vraiment. J'ai commencé à enseigner les statistiques très très tôt. J'avais 21 ans. Et donc, quand je commençais par une mise à niveau, c'était dans une école de journalisme. Donc, vous imaginez comme c'était...
Et donc j'avais des étudiants qui étaient plus âgés que moi, qui étaient des gens intelligents, qui avaient tous une licence, un truc. Eh ben, j'ai fait le coup des équations du premier degré, et je voyais qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait un étudiant, il ne comprenait pas, et je lui ai fait x plus 2 égale à 0. Ben, on rajoute moins 2 de chaque côté, donc x égale à moins 2. Et après, je lui ai dit, ben, x plus 3 égale à 0, x vaut combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez, et alors là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, c'est impossible, c'est impossible. C'est-à-dire, il ne peut pas accéder, et c'est pas qu'il comprend pas, c'est que c'est violent. Ça ne peut pas rentrer en lui, il ne peut pas accepter ça. On dit que c'est un blocage, hein, nous on dit que c'est un blocage. Et ça, vous voyez, ça structure, c'est un élément énorme qui structure notre communauté en qualitativiste et en quantitativiste. C'est un élément de tempérament et de personnalité. Alors, bon, alors, au-delà de ça, il y a des gens qui ont dit, oui, mais quand même, ce sont des... quand même, ce sont des façons différentes de faire de la recherche. Et donc on ressort les papiers classiques qui disent qu'est-ce qu'une recherche quantitative, qu'est-ce qu'une recherche qualitative. Oui, il y a des mots et des noms, mais ça n'est pas que ça. Par exemple, si je fais une recherche sur les addictions, le quantitativiste va opposer des populations. Donc, est-ce que les adolescentes consomment plus, moins que les adolescents, de cannabis, de tabac, etc. Est-ce que, en fonction du niveau socio-économique, alors d'ailleurs c'est intéressant, hein, les niveaux socio-économiques élevés ont plus d'initiation au cannabis, les niveaux socio-économiques bas ont plus de consommation de cannabis. Donc, vous voyez, même avec du quantitatif, on peut voir des trucs rigolos, mais on oppose des populations, alors que le qualitativiste va faire des entretiens d'adolescents, et il va regarder, mais alors, donc, est-ce que tu te souviens, à l'école primaire, etc. Il va interroger les parents, et comment il était, et vous, comment ça allait, et vous, etc. Et donc, il va retracer toute la biographie du sujet, voir l'initiation, quand il a fumé sa première cigarette, est-ce que ses parents fumaient, est-ce que ses parents lui ont donné une cigarette un jour, est-ce que, voilà, et le cannabis, et à partir de la constitution de toute cette trajectoire, avec plusieurs patients, il va faire ce que vous faites. Et puis, il va essayer de voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu initiation, puis consommation, puis dépendance. Et ils disent donc, ça n'a rien à voir, on a, et donc, tout ce que vous savez parfaitement et nettement mieux que moi, dans les recherches qualitatives, on peut se laisser surprendre par des résultats, alors que dans le quantitatif, c'est beaucoup plus difficile. On a le point de vue du sujet, vraiment, très fort. On a la vraie vie. Et avec des notions de validité qui ne sont pas les mêmes, parce que les quantitativistes disent que ce n'est pas valide, parce que les problèmes on ne peut pas calculer de Cronbach, de coefficient de corrélation intraclasse, enfin de reproductibilité, mais les qualitativistes ont leurs éléments de validité à eux, qui sont l'étendue, la valeur des données, etc. Enfin, ce que vous savez aussi, encore une fois, mieux que moi. Et puis voilà, donc ils sont différents, et puis point barre. Et en fait, ça aussi, ça ne tient pas le coup. Donc ça, c'est un monsieur qui s'appelle Becker, un sociologue qualitativiste, qui a écrit un très très beau papier, très sage, où il dit tout ça. Mais vous avez un autre sociologue français qui s'appelle Grignon, et il dit c'est n'importe quoi. Et il dit ce que vous aviez dit, c'est-à-dire dans les papiers quantitatifs, vous avez une introduction, une discussion, c'est des mots. La discussion, c'est des interprétations, c'est du sens, c'est qualitatif. Et vous avez des articles qualitatifs dans lesquels vous avez des schémas avec des boîtes et des flèches, et même parfois des pourcentages. Donc il y a des nombres. Dans un article qualitatif, vous allez dire j'avais tant de pourcents de femmes. Donc vous faites du quantitatif. Et il dit en fait, il y a une continuité, il y a des travaux qui le sont un peu plus, un peu moins, et puis voilà. Et puis de toute façon, on a forcément besoin des mots parce que les mots sont polysémiques et que la polysémie est indispensable pour la créativité du scientifique. Si on s'enferme dans un monde monosémique, on ne pourra jamais créer. Et puis, à contrario,
Si vous êtes dans un univers purement verbal, il y aura des positions rhétoriques, d'autorité, et c'est ce qui se passe en psychanalyse aujourd'hui en France. Hein? C'est-à-dire, vous avez des gens, vous avez des mandarins qui analysent leurs étudiants, donc ils ont une position d'autorité monstrueuse, et ils parlent et ils ont raison. Et voilà, on ne peut rien dire. Alors en plus, ils sont pas mauvais, il faut être honnête, ils sont pas mauvais. Et ce qui complique encore plus les choses. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Il y en a qui sont excellents, naturellement, je caricature, hein. Il y a d'excellents psychanalystes en France, voilà. Mais enfin, la psychanalyse est en train de sombrer à cause de ça, alors que c'est une discipline, moi, que je trouve extrêmement importante pour la pratique médicale. Elle est en train de se faire du mal du fait de ne pas être, de n'être que littéraire. Que littéraire. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est Grignon, mais enfin moi j'achète. Il dit que, enfin, il n'y a pas comme ça de clivage très clair. Il y a un continuum et que le clivage est entretenu par l'académisme, par les enjeux de pouvoir, par tout ce que je vous ai dit avant. Ok. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse au domaine de la recherche biomédicale, il y a bien un truc comme ça autour des mots et des nombres, mais ce n'est pas une opposition qualitatif et quantitatif. Par exemple, vous savez, dans la recherche en domaine biomédical, le quantitatif, c'est pas comme en physique avec des lois, c'est de la statistique. Or, l'usage des nombres pour faire de la statistique, ça n'a rien à voir avec l'usage des nombres qu'on a en physique, ça n'a rien à voir. Et ça, à force de l'oublier, on ne se rend pas compte que ça, et ça a même une implication dans la pratique clinique. Alors, je rentre dans le détail. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, il y a une segmentation beaucoup plus compliquée. Alors, je vous passe la définition des mathématiques. Il faut pas en dire, il y a des mots, il y a des nombres, mais en mathématiques, il n'y a pas que des nombres. La géométrie, ce n'est pas des nombres. Donc, finalement, que sont les mathématiques? On ne sait pas ce que c'est que les mathématiques. Hein. En fait, c'est la vraie réponse. Hein. Il y a 10 définitions des mathématiques. Et même la nature épistémologique des mathématiques, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vide de sens? Est-ce que c'est juste un jeu de symboles? Est-ce que c'est plus que ça? Les visions platoniciennes, ce serait un monde d'idées qui existerait vraiment. Il y a des mathématiciens qui pensent que les mathématiques existent vraiment dans la nature. Alors, ça vous fait rire. Alors, on peut peut-être dire ça, mais d'abord, il faut se mettre à leur place. Quand vous vivez, vous passez toute votre vie avec un objet, si vous vous dites qu'il n'existe pas, c'est quand même un peu bizarre. En plus, si vous voulez, il y a le principe de la découverte. Parce qu'il y a Changeux disait, non, les mathématiques, en fait, ça n'est que le reflet de la constitution du cerveau. Les mathématiques sont sécrétées par le cerveau, quoi. Et ce qui est vrai, mais les mathématiciens disent, oui, mais c'est quand même bizarre parce qu'on fait des découvertes. Et quand un mathématicien fait une découverte, il a vraiment l'intuition violente que ce qu'il découvre n'était pas en lui. Vous voyez, découvrir, on découvre quelque chose que l'on voit, quoi. Hein. On le voit, on le trouve. Il était en dehors de nous. Et en plus, on a quand même mis des décennies, parce qu'aujourd'hui, quand ils découvrent vraiment quelque chose, ils y ont mis un temps fou. Hein. Donc, ils ont mis 10 ans pour trouver un truc que personne n'a trouvé, alors que ça serait à l'intérieur de la tête de tout le monde. Non, il y a une réalité mathématique qui préexiste parfois la démonstration de son existence. On a eu l'exemple avec le boson, là, qu'on a physiquement identifié récemment, mais ça fait 40 ans qu'on l'a calculé. Alors, en physique, ça oui. Alors, les mathématiciens utilisent cet argument, ils disent « Oui, mais si les mathématiques n'existaient pas dans la réalité, comment ça se fait que la réalité obéit aussi bien aux mathématiques ?» C'est ce qu'on appelle la déraisonnable efficacité des mathématiques. C'est un nom d'un philosophe du XXe siècle, hein, qui a dit « Il existe une déraisonnable efficacité des mathématiques ». Donc tout ça pour vous dire que le statut ontologique des mathématiques n'est pas clair. Mais bon, on ne va pas rentrer dans... On s'en fiche. Hein, c'était quand même bien de le pointer.
mais c'est pas clair. Alors, quand vous faites de la science, les physiciens, eux, ils ont tout mathématisé. Vous avez remarqué, hein, en physique, tout est représenté par des nombres. On dit que leur univers est globalement mathématisé. Mais en médecine, ça n'est pas le cas. Alors vous voyez, déjà, c'est une première différence énorme. On n'a pas mathématisé le patient. Non, mais c'est-à-dire, en plus, on pense... Ben, tout ça peut se discuter. En tout cas, aujourd'hui, même, non seulement le patient pensant n'est pas mathématisé, mais en plus, même le patient vivant, il n'est pas mathématisé. Hein. On ne sait pas... En termes moléculaires, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. En termes même physiologiques, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Alors, si il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il n'est pas mathématisable, ou on peut penser qu'on ne sait pas le mathématiser. Absolument, absolument, absolument. Mais moi, tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ça a une conséquence. Hein, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des études quantitatives en médecine obéissent à une représentation du sujet qui est localement mathématisée. C'est-à-dire, on fait des spots, vous voyez, on va mesurer il y a la tension artérielle, la fréquence cardiaque, etc. Vous voyez, on a plein de petits spots. Et en termes de représentation du sujet, ça a une implication. Ça a une implication, c'est que le sujet est localement mathématisé. Et puis, donc, vous pouvez décrire l'objet de la médecine, c'est-à-dire le patient, avec une approche localement mathématisée, ce qui est le cas dans le Lancet. Vous pouvez le décrire avec des mots, ce qui est le cas de ce que vous faites. Hein? Alors, en fait, quand je vous ai dit qu'il est pas globalement mathématisé, en fait, c'est pas vrai. Il y a des modèles en psychiatrie de sujets pensants globalement mathématisés. Ça s'appelle des modèles de verre de spin. C'est en fait, on représente le cerveau par un réseau d'automates cellulaires très massivement connectés. Voilà, donc ça, c'est une mathématisation. Et on peut montrer qu'il y a une entropie de cerveau, une température de cerveau, qu'il y a des attracteurs, et on peut décrire même la psychanalyse grâce à des modèles de réseaux d'automates cellulaires massivement parallèles. Donc ça existe quand même, mais c'est marginal. C'est marginal. C'est ce qu'on appelle l'approche connexionniste du fonctionnement psychique, qui a eu ses heures de gloire dans les années 80-90. Donc il existe quand même en psychiatrie des modèles globalement mathématisés, ça existe. Donc vous pouvez représenter l'objet d'étude par des lettres, localement mathématisées, globalement mathématisées. Et puis, quand on fait de la recherche, on recherche on tire des conclusions, on fait des inférences, on interprète. Et il y a plusieurs types d'interprétations possibles. Vous pouvez utiliser de l'herméneutique, ce que vous faites, de l'interprétation de texte. Vous pouvez faire de la statistique, avec les petits p et les risques alpha et les intervalles de confiance. Et puis vous pouvez trouver des lois. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a une hétérogénéité dans le monde quantitatif, c'est que une loi statistique et une loi tout court, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand vous dites que les lois de Newton, la force est proportionnelle à l'accélération, ou tout corps pesant s'attire proportionnellement à leur masse, inversement proportionnellement au carré des distances qui les séparent, vous avez une loi qui enferme tout. C'est-à-dire, alors, ce qui est très curieux, c'est que ces lois sont fausses. C'est faux. Le corps pesant ne s'attire pas. On sait que c'est faux, mais c'est tellement vrai qu'on accepte que ça soit vrai, qu'on l'enseigne à nos enfants en disant que c'est vrai, que c'est une loi. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est cette histoire de déraisonnable efficacité des mathématiques, c'est que ça marche tellement bien, c'est-à-dire ça marche avec 10 chiffres significatifs, donc ça marche diaboliquement bien, donc on va dire que c'est vrai et c'est quasiment religieux. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, on dit la réalité, elle est comme ça exactement. Elle est comme ça exactement. Alors qu'avec la statistique, ça n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous savez, on fait l'essai randomisé,
puis on va dire, ah oui, avec un risque alpha et 5%, mais bon, ça veut dire quoi? Et puis ça, c'est avec un essai randomisé. Mais si vous faites une étude de cas témoins, vous avez les cas significativement différents des témoins sur une exposition, et vous dites, c'est statistiquement associé. Mais ça veut dire quoi? Que le hasard ne peut pas expliquer à lui tout seul ce qu'on a trouvé. Mais le hasard, c'est quoi dans une étude cas témoins? On n'a pas tiré au sort. Où est le hasard? Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un test est significatif quand dans une étude cas témoins? Qu'est-ce que ça veut dire? Figurez-vous qu'il y a... C'est une vraie question. C'est une vraie question, et il y a des articles, en ce moment, il y a une tension, un papier dans Nature, un éditorial de Nature, un papier dans PNAS qui disent, mais oui, mais les inférences en médecine, c'est pas ce qu'on croit, il y a un abus de position dominante. C'est-à-dire que, je ne dis pas que c'est inutile les petits p dans une étude de cas témoins, c'est utile, parce que ça permet d'avoir une idée de ce que l'échantillonnage peut faire. Mais c'est passé de ça à, si on n'a pas un p inférieur à 5%, alors on ne peut rien dire. Et ça, c'est complètement débile, parce que en fait, dans un essai randomisé, moi je veux bien, parce qu'on tire au sort, le hasard, vous l'avez mis. Vous pouvez dire, la probabilité que le hasard puisse expliquer ce que je vois à lui tout seul, c'est inférieur à 5%. Et après, il y a un habitus, comme diraient les sociologues, c'est que on dit que oui, on dit que non, parce qu'il faut bien qu'il y ait une règle, il y a une AMM, et donc à un moment donné, il faut qu'on soit d'accord sur les règles du jeu, on se met d'accord, c'est le alpha à 5%, mais au moins, ça veut dire quelque chose. Quand vous faites une étude cas témoin, le hasard, il est où? Donc le petit p, il veut dire quoi? Alors il y a une variable aléatoire, mais elle est mathématique, elle ne correspond pas à la réalité. Et on en arrive même à des trucs complètement fous, que je fais en cours. Vous prenez un enfant qui mesure 1m60, un enfant qui mesure 1m40. Lequel est le plus grand? Bon. Vous prenez une classe qui a... Lequel est le plus long? Le plus grand. Lequel est le plus long? Dirait Napoléon. Oui. Donc, il y en a qui mesurent 1m60 et 1m40, voilà. Vous prenez une classe de CM1 qui a 14 de moyenne en calcul. Sur la même épreuve, il y en a une autre classe qui a 13. Quelle est la classe qui a la moyenne la plus élevée? Alors là, je dis, c'est celle qui a 14. Oui, mais est-ce que c'est statistiquement supérieur? Mais vous avez, je vous assure, il y a une résistance. Est-ce que j'ai le droit de dire que la classe qui a 14 a plus que la classe qui a 13? Et je vous promets, poser la question à des collègues, vous verrez qu'il y a un flottement. La classe qui a 14 a plus que la classe qui a 13. La moyenne est plus grande. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et vous voyez, le test est devenu... est tellement un outil symbolique qui donne le droit de dire que quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre. Sans que l'on ressente la nécessité de se dire, mais finalement, ça veut dire quoi que quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre? Parce qu'en fait, pour la classe, c'est 14, c'est plus grand que 13, bien sûr. Mais imaginons que le directeur de l'école primaire ait tiré au sort les enfants en début d'année scolaire, entre les deux CM1, et qu'ils se disent, tiens, est-ce qu'il y a un institut qui est meilleur que l'autre pour le calcul? Et qu'ils se disent, il y en a un qui a 14, l'autre qui a 13. Celui qui a 14 a l'air plus performant que celui qui a 13, mais ça vient peut-être du fait que par hasard, j'ai mis dans la classe où ils ont 14 des enfants meilleurs que dans la classe où ils ont eu 13. Donc là, je vais faire le test statistique, et là, il va me permettre de dire si, au risque de 5%, un enseignant est meilleur que l'autre. Mais vous voyez comme ça n'a rien à voir avec ce que la moyenne est plus grande dans une classe que dans l'autre. Donc vous voyez que l'inférence statistique n'a rien à voir avec les lois de Newton, ça n'a rien à voir du tout. Les lois de Newton sont fausses, mais elles disent quelque chose qu'on accepte comme étant vrai de façon indubitable. Alors que la statistique permet d'inférer des choses relativement avec un hasard, soit que l'on met dans l'expérience, soit que l'on fantasme en épidémiologie. On peut se demander c'est quoi être le meilleur aussi. Pardon? On peut se demander c'est quoi être le meilleur. Bien sûr. Ça c'est... Bien sûr, ça,
c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'être le meilleur? Mais ça, j'ai envie de dire que les quantitativistes aujourd'hui, en cancérologie, par exemple, qu'est-ce qu'être le meilleur? J'ai envie de dire en plus, parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, quoi. C'est-à-dire les assurances payent, elles payent pour avoir un meilleur médicament. Et je vous promets qu'aujourd'hui, elles se demandent vraiment ce que ça veut dire qu'un meilleur médicament. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, meilleur médicament, c'est l'ADAS-COG ou le MMSE, enfin vous devez tous connaître, c'est des mesures cognitives. Il y a des gens qui commencent à dire, attendez, vous augmentez le fonctionnement cognitif de patients quasiment grabataires, ils vont être plus pesants pour leurs proches et pour la société pendant plus longtemps. Et finalement, c'est pas mieux, c'est pire. Donc en fait, non, je vous assure. Mais je vous assure que ce type de discussion est posé pour des designs essais randomisés dans des firmes pharmaceutiques. Hein. Donc, les quantitativistes peuvent se poser des questions profondément qualitatives par endroit. Mais, et curieusement, là où ils partent le plus en vrille, c'est au niveau de l'usage des nombres. Par exemple, le test T. Hein, par exemple, les petits p. Vraiment, le petit p, ou je peux vous donner un autre exemple. Hein, demandez, vous savez qu'il y a des moyennes et des écarts types. Hein, les moyennes et des écarts types, vous avez tous appris ce que c'était qu'un écart type. Demandez à un collègue quantitativiste, il vous dit, la moyenne de l'âge, la moyenne de l'âge ici est de 40 ans, l'écart type est de 5 ans. Et finalement, ça veut dire quoi que l'écart type est de 5 ans? Demandez à un collègue qui fait des recherches quantitatives, il va y avoir un blanc. Et dans le meilleur des cas, il va vous dire, je ne sais plus trop. Et dans le pire des cas, il va vous dire quelque chose. C'est-à-dire, ça veut dire que l'âge varie entre 40 moins 5, 40 plus 5, ou etc. Un écart type de 5 ans ne veut rien dire. Un écart type, c'est la racine carrée de la variance. La variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ça ne veut rien dire. Voilà, l'écart type. Même pour les quantitativistes, il y a des interrogations avec. Le petit p ne veut pas forcément dire grand-chose pour les bayésiens, par exemple. Oui. Alors. Oui. Non. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tension au niveau de l'inférence en statistique. Alors, classiquement, vous avez appris les tests statistiques avec l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative, alpha, bêta, le nombre de sujets à inclure, etc. En fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu au milieu du XXe siècle, quand les tests ont été trouvés, il y a eu une querelle entre Neyman et Pearson, qui ont appris les tests, qui ont construit ces tests que l'on apprend à l'école, et Fischer, qui lui précédait, et qui lui avait inventé le petit p. Et il y a eu une tension entre les deux. Et cette tension a été oubliée, à tort, parce que, en fait, vous avez dû remarquer que vous, les tests qu'on vous a appris, c'est H0, H1, si P est plus petit que alpha, alors on a le droit de dire H1, sinon on dit H0. Dans un article du Lancet ou du New England ou tout ça, si vous voyez un P à 4,9% et un P à 5,1%, est-ce que les résultats sont foncièrement différents? Demandez à la plupart des collègues de ce CHU, ils vont vous dire non. S'il y a et vous avez un P à 4,9% et un P à 1 pour 10 000, est-ce que c'est différent? Quand même, c'est pas pareil. Eh bien, dans l'optique de Neyman et Pearson, ce discours-là est complètement faux. C'est-à-dire, dans l'optique de Neyman et Pearson, quand vous avez un P à 4,9% et à 5,1%, ça n'a rien à voir. Dans un cas, c'est négatif, dans l'autre cas, c'est positif. Et que le petit p vaille 4,9% ou 1 pour 10 000, c'est identique. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que même à la limite, il ne devrait pas y avoir de petit p dans les articles. Alors,
Alors que pour Fisher, le petit p indique le niveau de plausibilité du test statistique, enfin du résultat. Donc on dit qu'il y a deux inférences, une qui est comportementale, l'autre qui est inductive. Vous voyez, dans Neumann-Pearson, c'est comportemental, c'est-à-dire on dit oui, non, alors qu'avec Fisher, c'est inductif, c'est-à-dire on dit ah oui, quand même, la force de la preuve est plus ou moins importante. Et ce qui est fou, c'est qu'on apprend Neumann et Pearson à l'école, et que dans les articles, il n'y a que Fisher. Sauf dans un cas qui est l'essai randomisé. Dans l'essai randomisé à l'EMA ou à l'FDA, c'est l'optique de Neumann et Pearson, c'est-à-dire une firme, si elle a un P à 5,1%, ben c'est fini, elle n'a pas son AMM, c'est tout. Alors sauf si c'est une maladie orpheline, sauf si c'est un cancer du pancréas, enfin voilà. Il y a une marge de discussion, mais c'est une marge infime. Hein. Une firme a un essai avec un P à 4,9%, elle va gagner des milliards. Si le P vaut 5,1%, son produit est à la poubelle. Et c'est terminé. Et c'est comme ça. Donc les deux sont mélangés. Alors, il y a une troisième, donc vous voyez déjà, au niveau de l'inférence statistique, il y a une ambiguïté, il y a un problème d'ambiguïté, mais il se trouve qu'il y a une autre forme d'inférence statistique que l'on appelle bayésienne, qui ressemble quand même à celle de Fisher et du petit p, sauf qu'il y a en plus une distribution a priori, c'est on vous demande ah ben, est-ce que le médicament, est-ce que A est meilleur que B? Alors on va prendre un pool de cliniciens, on leur dire ben, vous avez l'expérience de A et de B, qu'est-ce que vous en pensez? On recueille leur information, ça fait une distribution a priori, on fait la manip, et puis la manip donne une distribution observée, et on mélange les deux, et on a une distribution a posteriori, et on a un petit p qui mélange toutes les sources d'information. Ça s'appelle l'inférence bayésienne. C'est le vilain petit canard de la statistique, quoi. Donc c'est une petite communauté de statisticiens qui résistent à l'envahisseur. Alors, l'inférence bayésienne a une force, c'est que dans les maladies rares, elle est très utile, parce que ça permet d'augmenter la puissance en rajoute avec la distribution a priori. Mais surtout, c'est que les bayésiens ont une énorme force, c'est qu'en fait, c'est en termes mathématiques, ils ont des estimateurs, quand on utilise des modèles très compliqués, les estimateurs bayésiens sont beaucoup plus robustes que les estimateurs dits du maximum de vraisemblance obtenus avec les statistiques classiques. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, les bayésiens ont le vent en poupe, un logiciel qui s'appelle Bugs, qui est un logiciel bayésien, qui devient très largement utilisé parce qu'il est puissant en termes algorithmiques. Donc vous voyez, tout ça pour dire qu'à l'intérieur des statistiques, c'est compliqué. Et c'est pas les maths qui sont compliquées, c'est le sens. C'est que quand je dis que A est meilleur que B, qu'est-ce que je dis? Vous voyez, encore une fois, ça n'a rien à voir. Quand on a une loi, la force est proportionnelle à l'accélération. Quand je dis, même, alors on a ça en médecine, on a des lois, hein. La demi-vie de la fluoxétine, c'est de 14 jours. Voilà, c'est une loi. Elle est fausse aussi, c'est pas vrai, ça dépend des gens, etc., etc., etc. Mais c'est une loi, c'est marqué dans le Vidal, on l'apprend en cours, c'est de la pharmacocinétique. Ça n'est pas on ne présente pas ça comme une donnée statistique, on présente ça comme une loi. La fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est une loi. C'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est énoncé comme une loi. Or, c'est faux aussi, hein, parce que c'est mixte, c'est aussi de la noradrénaline, etc., etc. Donc, en médecine, il y a des travaux où on énonce les choses avec des lois. Et puis, il y a des choses que l'on énonce avec la statistique, et ça ne fait pas le même effet. Vous voyez, si je vous dis la fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ça ne fait pas le même effet que si je vous dis le poids est corrélé à la taille. Dans un cas, je vous dis, en général, quand quelqu'un est grand, quelqu'un est lourd. En général, mais on peut trouver l'inverse. Si je vous dis la fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est comme ça. Elle est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est comme ça. Donc vous avez trois façons de faire des inférences, l'herméneutique, les statistiques, les lois. Vous avez trois façons de représenter les choses avec des mots localement mathématisés, globalement mathématisés, et vous pouvez mélanger, ça vous fait un tableau à 9 cases, les trois avec les trois, et vous avez en fait plein de recherches différentes.
Alors, dont certains vont être qualitatives. Si vous faites de l'herméneutique et que vous représentez avec des mots, c'est les recherches qualitatives avec un grand Q. C'est de l'herméneutique et c'est avec des mots. Si vous faites de la statistique avec des mots, c'est du text mining. Si vous utilisez des mots et que vous avez des lois, alors est-ce que c'est possible ça? Ben oui, c'est de la neurobiologie. Quand je dis la fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, j'utilise des mots, ce sont des mots, et pourtant il y a une loi. Et c'est pour ça que la neurobiologie n'est pas une approche qualitative à votre sens. On utilise des mots, mais ce n'est pas qualitatif parce qu'il y a des lois dedans, il y a des lois qui sont dures. Et donc on dit que ça n'est pas qualitatif, alors que c'est avec des mots. De la même façon, le text mining, on ne va pas dire que c'est une approche qualitative parce que c'est les statistiques. Alors, on peut avoir des études où c'est localement mathématisé et c'est de l'herméneutique. Alors ça, par exemple, au début de l'évaluation des psychothérapies, on prenait des psychothérapies comportementales dans l'anxiété. On prenait un patient, on l'exposait, on faisait des protocoles A, B, A, B, A, B. Vous voyez, on traitait, on traitait pas, on traitait, on traitait pas, on traitait, on traitait pas. On mesure le niveau d'anxiété. Vous voyez que ça diminue, ça remonte, ça diminue, ça remonte, ça diminue, ça remonte. Vous publiez le dessin avec un sujet en disant ça diminue, ça remonte, ça diminue, ça remonte. Et les gens le lisent et ils disent ça marche. Vous voyez, vous n'avez pas d'inférence statistique, c'est de l'herméneutique numérique. C'est-à-dire, vous voyez un dessin et vous dites ça marche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les cartes, c'est de l'herméneutique numérique. Et donc, vous allez dire que ça n'est pas quantique, ça n'est pas qualitatif parce qu'il y a des nombres, mais pourtant c'est herméneutique. Alors vous avez localement mathématisé et statistique, c'est le Lancet et le New England, hein. C'est la plupart de la recherche biomédicale. Vous avez localement mathématisé avec des lois, c'est la pharmacocinétique. Et puis vous avez globalement mathématisé, alors en médecine il n'y en a pas beaucoup, mais en psychiatrie il y a les modèles avec verre de spin, dont je vais vous parler, c'est-à-dire les modèles de réseaux d'automates cellulaires qui représentent le fonctionnement psychique d'un être humain à partir de réseaux d'attracteurs. Ça existe. Donc vous voyez en fait, vous avez plein de types de recherches qui ont des bouts qualitatifs, des bouts quantitatifs, et bien entendu, au sens classique de la recherche qualitative, c'est de l'herméneutique avec un matériel verbal. Mais en fait, c'est limitatif de dire ça. Vous voyez, c'est limitatif. L'herméneutique, elle n'est pas partout. Alors, il y a une interprétation d'un résultat mathématique dans tous les cas. Oui, alors, vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui l'herméneutique, c'est ce qui descend de l'interprétation des textes sacrés, et donc c'est vraiment l'interprétation d'un texte. Et que du coup, il y a vraiment une différence entre interpréter un texte et interpréter une courbe, enfin interpréter un résultat mathématique. Après, moi je suis pas... Il fallait bien... En fait, quand on avait écrit le papier, moi j'avais marqué induction. J'avais dit, il y a plusieurs types d'inférences. Il y a des inférences inductives, des inférences statistiques et des inférences à l'aide de lois. Et puis en fait, le mot induction n'est plus à la mode. Voilà, les qualitativistes, vous savez, les épistémologues préfèrent abduction. Bon. Alors moi j'avais du mal à... Oui, j'avais du mal à mettre induction. Je l'ai mis quand même, et le reviewer a dit induction, c'est pas... Voilà, pour moi c'est herméneutique. Et c'est vrai qu'il y a un article de Reni sur les méthodes qualitatives, un article épistémologique, qui parle de le cercle herméneutique, etc. Et donc j'ai pris herméneutique en ce sens-là, vraiment au sens originel, qui est l'herméneutique des textes sacrés.
Mais j'utilise ce mot parce que je suis un peu coincé. C'est-à-dire que comme la médecine débouche toujours sur une action, sur un traitement, sur quelque chose, il y a toujours une interprétation de tout le savoir qui fait Oui, bien sûr. Alors, c'est le texte d'Hippocrate de l'ancienne médecine. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de nombre, il n'y a que la sensation du corps. Oui. C'est ma décision. C'est vrai, mais alors, c'est-à-dire que c'est vrai si on fait de la recherche fortement clinique, mais dans le monde de la recherche biomédicale, par exemple, les recherches en neurobiologie, aujourd'hui, elles sont très très loin du patient. Hein. Elles sont très loin du patient. Et les recherches avec l'IRM fonctionnel et tout ça, elles sont dans le New England et tout ça, et pourtant on est très loin de... Et ce qui est curieux, c'est que malgré tout, là où je vous rejoins, c'est que dans la partie discussion, ils vont parler de Spinoza et tout ça, quoi. Mais alors que le saut est... Alors je conclus parce que je suis très, très long, et c'est fini. Tout ça pour dire que vous voyez, de mon point de vue, en médecine, qualitatif et quantitatif, c'est court, comme nosographie, comme typologie. C'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que le text mining, par exemple, ça soit comme l'épidémiologie. Voilà, c'est pas pareil. Tout simplement, c'est pas pareil. Quand on fait du text mining, on a un corpus lexical. On fait des statistiques dessus et on n'a pas que le tabac ait un risque relatif de 10 pour le cancer du poumon. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'on a. On a une analyse statistique d'un verbatim de patient qui parfois est un verbatim phénoménologique et ça aboutit à des interprétations sur ce que le patient vit. Et pourtant, ça n'est pas non plus une analyse qualitative au sens où vous faites des analyses qualitatives. Donc, vous voyez, c'est pas... Cette opposition qualitatif-quantitatif n'est pas productive. C'est plus compliqué que ça. Premier point. Deuxième point, bien sûr qu'on peut mélanger. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut faire des choses mixtes. Par exemple, vous faites une étude épidémiologique, et puis dans le questionnaire, vous allez demander à la fin, c'est sur les addictions, finalement, qu'est-ce que vous pensez de l'alcool dans votre vie ? Et les gens vont écrire rien, ou écrire 3 lignes, ou écrire 4 lignes. Donc vous allez analyser des trucs, et puis vous allez faire du text mining, du truc ouvert. Et vous aurez fait une approche mixte. Vous pouvez faire du text mining et une analyse de contenu, comme on l'a fait sur l'étude en prison. Vous pouvez faire de l'épidémiologie avec de la neurobiologie. Vous pouvez génotyper des patients, même génotyper un sous-échantillon, comme ça se fait, faire de l'IRM sous un sous-échantillon. Et donc vous allez avoir une étude mixte, mais ça ne sera pas quali-quanti, ça sera une étude mixte épidémiologique, neurobiologique. Et puis vous pourrez faire bien sûr de l'épidémiologie, enfin une vraie étude mixte au sens habituel, c'est-à-dire une étude épidémiologique et puis faire une étude plus psychanalytique à l'intérieur. Alors, donc, voilà, bien entendu, et de multiplier les angles, les points de vue, on va avoir triangulation, complémentarité, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Et tout ça est très intéressant. Juste, il faut faire attention, je vous l'avais dit dans l'introduction, il faut faire attention au fait qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Voilà. Et là, l'expérience que j'ai de ces études mixtes, c'est que, c'est vrai que c'est sympa, parce que ça ouvre les points de vue, vous voyez, ça casse un peu les chapelles, c'est très bien, sauf qu'au moment de l'interprétation, on raconte des bêtises, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Le neurobiologiste parle du sujet de la biologie, du sujet de Claude Bernard, il parle des synapses, etc. Le statisticien va parler d'un sujet moyen, et le qualitativiste parle souvent du sujet de la rencontre. Et les trois n'ont rien à voir. Ils n'ont pas rien à voir, il y a une intersection non nulle là aussi. Mais enfin, c'est très différent. C'est très différent. Vous prenez un patient qui a un diabète de type 2, 65 ans, BMI à 33, hypertendu, etc.
je vous dis ça, immédiatement, vous avez dans votre tête le porté robot du diabétique de type 2, la statine, le glucophage, etc. Oui, c'est l'évidence based medicine, hein, c'est-à-dire qu'il fonctionne en fonction d'un sujet statistique, un sujet portrait robot. Et ce sujet n'a rien à voir avec monsieur machin qui s'assoit en face de vous et ça fait 20 fois que vous dites de faire du sport et il n'en fait pas et vous dit qu'il en fait, etc. Le vrai sujet est fondamentalement différent du sujet moyen de l'évidence based medicine. On a besoin des deux, mais ils sont fondamentalement différents. Et puis monsieur machin, son diabète, c'est aussi son pancréas, ses adipocytes, etc. Et il y a les trois. Et le pancréas et les adipocytes, c'est pas la même chose que le sujet d'évidence based medicine, c'est pas la même chose que le sujet de la rencontre. Et si jamais, sans vous en rendre compte, vous faites une étude mixte qui, l'une étudie le sujet moyen et l'autre le sujet de la rencontre, à la fin, quand vous allez interpréter, vous allez partir en vrille parce que ça colle pas. Ça colle pas. Et c'est vraiment là qu'en amont, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ne pas se... Donc, ça revient à l'ontologie. Hein. C'est-à-dire que leur réflexion philosophique, leur préambule philosophique, il est utile. Hein. C'est utile de savoir à peu près ce qu'on fait, de quoi on parle, etc. C'est utile, pas comme ils le disent, parce que leur typologie, je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment très utile pour nous. Nous, je pense vraiment, en médecine, la question du sujet du patient est essentielle. De qui parle-t-on quand on fait une étude? Voilà. Et en fait, alors même, il y a un sujet, on pourrait parler aussi du sujet, du sujet sociologique. Hein. Le diabète de type 2, il est intégré dans la société, et on peut faire une étude qui va s'intéresser à lui comme ça. Je m'arrête là-dessus, j'ai été un peu plus long que prévu. Voilà, donc les méthodes mixtes, moi je pense que c'est ouvert à un avenir évident, mais que c'est un peu plus compliqué que ça en médecine, qu'il faut faire un tout petit peu attention en termes ontologiques.